Bonsoir à tous, les amis sont en rendez-vous comme d'habitude et nous on est là aussi en ce vendredi soir, encore un jour inhabituel pour iWeek, Actu oblige, on était à Barcelone au début de la semaine, c'est la raison pour laquelle on a choisi de vous proposer cette émission un petit peu décalée, un peu improvisée, qu'on enregistre donc dans les conditions du direct en ce vendredi soir, émission qui va tourner pendant une dizaine de jours puisqu'on ne se retrouvera que le 8 mars pour la prochaine en direct, donc pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, ce sera la fin des vacances et on sera, j'espère, tous de retour. Je salue tout de suite donc mes copains, mes camarades de jeu dans iWeek. Et ben on va commencer par les plus proches d'entre vous et par Gilles Dounès, notre ami en haut à gauche. Salut Gilles. Salut Benjamin, comment vas-tu? Eh bien ça va très très bien, très très bien. Et toi, en cette fin de semaine? Ça va, je te remercie. Je te passerai les péripéties domestiques qui se sont oui. réglées pour... le plus grand bonheur de la maisonnée. Voilà, pour être là. Je précise quand même, avant de continuer à faire le tour, qu'on a monté cette émission, il y a 1h30 à peu près. Vous avez tous fait des miracles pour être là, jusqu'à la Californie. Je vous en remercie beaucoup. Je voudrais qu'on salue évidemment l'homme aux cheveux courts. C'est vrai, c'est un raccourci. C'est Guillaume. Salut Guillaume. Ça arrive comme ça, des fois vous avez la version cheveux longs, puis là c'est la version, cheveux moins longs. Cheveux moins longs. Voilà, pour les vacances. J'ai fait mon upgrade aussi d'OS. Voilà, bon. OS de cheveux. Bon, ça va décoiffer dans cette émission. On va évidemment beaucoup parler du FBI, d'Apple, de San Bernardino. Ça a commencé très très fort en coulisses pendant qu'on était en train de mettre en place ce direct. Ça va continuer. On va y consacrer sans doute une grande partie de cette émission. On va aussi se diriger vers la Côte d'Azur et vers Ellie dans son décor naturel, on va dire. Eh oui, bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, je suis resté au bureau. Voilà. C'était un peu trop tôt. Donc là, vous avez une petite vue du magasin. Après, je pourrais bouger un peu si vous voulez, mais voilà. Donc ça, c'est un coin du showroom. Voilà, on va rappeler que tu es revendeur à Nice et à Cannes. CMCS, bien sûr. Tu es aussi président des Apple Premium Resellers, donc de ces magasins indépendants qui vendent les produits Apple, hein. Et oui, bientôt une espèce protégée. Absolument. Parce que, on est de moins en moins nombreux et de plus en plus pourchassés. Donc voilà, une espèce protégée. Enfin, à protéger. À protéger. C'est ce qu'on essaye de faire dans iWeek en t'accueillant, en t'hébergeant. C'est gentil. Toutes les semaines. C'est particulièrement sympa d'être là ce soir, vu que tu as un week-end familial très, très chargé. Et puis, on va se diriger à pas de géant vers la Californie avec Jean-Christophe Vigne. Salut Jean-Christophe. Bonjour à tous, mais comme j'ai pas l'image, c'est ah non, c'est pas une bonne excuse, mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Comment ça va, Jean-Christophe? Ça va très bien. Bon, c'était chaud déjà avant de commencer là, hein? Bah oui, il y a plein de choses à dire, c'est intéressant. Bon, évidemment, on va parler très longuement donc de l'affaire du codage des iPhones, du cryptage des iPhones. Et puis, il y a d'autres sujets dans l'actu aussi. On va revenir sur le Mobile World Congress de Barcelone, que vous avez sans doute, et j'espère, suivi sur Watch. D'ailleurs, les minutes MWC continuent de tourner à l'antenne toutes les heures. Ne les ratez pas à l'heure pile. On va marquer une première pause qui va nous permettre d'entrer de plein pied dans ce 23e épisode d'iWeek saison 2. À tout de suite. Et j'en vois qui dansent pendant les jingles. Et oui, Guillaume, ne fais pas l'innocent. On n'a pas, moi. Ouais, on a rien vu, mais moi, ça ne m'a pas échappé. C'était bon, trop fou, quoi. C'est un grand fou, c'est vrai. On va parler du FBI dans un instant, mais quand même une info qui nous intéresse parce qu'on est maintenant à un peu plus de 15 jours d'une date supposée dont
on parle beaucoup depuis le début de l'année. Cette date, c'est le 15 mars. Et Gilles, c'est peut-être plus le 15 mars que ça devrait se passer, la keynote, peut-être. Oh non, mon Dieu! Mais non, mais ça va aller, oui. Et quelle keynote? De quoi parlons-on? Ne fais pas l'innocent. Il y a des problèmes de queue-note, apparemment. Eh oui. Alors Gilles, chez le dentiste, que l'événement qui était plus ou moins attendu, prévu, annoncé pour le 15 mars, avec un certain nombre d'annonces au niveau logiciel, au niveau iPad, MacBook Pro et éventuellement service, serait reculé d'une semaine. Alors, soit il y a un petit souci au niveau des produits à présenter, la disponibilité, des discussions éventuellement au niveau des services. Et puis, JC avait fait une remarque très pertinente en disant que on était en pleine affaire de cryptage, non cryptage, et est-ce que Apple doit ouvrir lever un coin du voile sur les parties les plus secrètes des contenus de l'iPhone pour le FBI, et ça risquerait de brouiller le message et de parasiter le message et l'impact de la communication d'Apple, qui est toujours très contenue, justement pour avoir un effet et un impact maximum. Alors, il est maintenant question d'une autre date qui serait le 22. Est-ce que ça change grand-chose, honnêtement, de décaler d'une seule semaine ? En fait, l'affaire évolue vraiment de jour en jour, en tout cas dans les médias. Ce qui est clair, c'est que il vous a pas échappé que un des angles d'attaque du FBI, c'est de dire qu'Apple fait ça refuse de débloquer le téléphone, on y reviendra, pour des raisons marketing et pour vendre plus de téléphones. Je pense qu'une grand-messe dans laquelle Apple annoncerait un nouveau téléphone serait vraiment du plus mauvais effet. Donc, est-ce que une semaine de plus changerait les choses? On ne sait pas, les choses peuvent se calmer. On sait, Tim Cook a dit il y a quelques jours qu'il allait rencontrer le président. Enfin, il y a du lobbying qui a lieu aussi en coulisses. Donc, on peut imaginer que le 22, les choses se seraient un peu apaisées. Très honnêtement, et je prendrai pas les paris, bien entendu, je serais étonné qu'Apple fasse une keynote dans un futur proche. Ouais. Je pense que ça serait du plus mauvais effet. Alors avant de vous passer la parole, les amis, sur ce point, je vais saluer tous ceux qui nous rejoignent, qui sont avec nous pour l'enregistrement de l'émission dans les conditions du direct. En ce vendredi soir, exceptionnellement, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur le compte YouTube de Watch TV, grâce à un lien live. Vous pouvez évidemment, comme d'habitude, interagir avec nous avec le hashtag iWeekTV. On va tous suivre évidemment les messages, les réactions, les questions qui arrivent. Est-ce que vous croyez que la keynote pourrait bouger de date et donc ne plus avoir lieu le 15 mars, si le 15 mars était la date initialement prévue? Est-ce que vous pensez que c'est plausible? Dites-nous ce que vous en pensez avec le hashtag iWeekTV. Vous levez la main et on vous compte. Exactement. Tous. Guillaume, Ouais. qu'est-ce que tu penses de cette rumeur de décalage de la keynote? Est-ce que ça te semble vraisemblable d'abord sur le fond? Non. Sur le fond et la forme, parce qu'en fait le problème c'est que s'ils font une keynote et que ça demande une réservation de salle et autres, et à mon avis sauf s'ils le font en interne, ça c'est une possibilité, s'ils utilisent simplement les salles internes d'Apple pour le faire, mais ils le font plus trop, il me semble. Maintenant ça va être un peu compliqué de tout changer les horaires, et peut-être que la salle qui vous avez prévue pour une semaine est peut-être pas forcément dispo les semaines suivantes, donc c'est pas forcément évident. Bon bref, ça c'est un point de vue pure technique. De logistique. Logistique, voilà. Après sur le côté à cause de tout ce qui se passe autour, Apple pourrait décaler. Je suis pas sûr, parce que je pense que là-dessus il y a deux choses. Il y a le marketing et la communication derrière, qui sont deux choses légèrement différentes. Et à mon avis, Apple est capable de scinder un peu les deux. Et je suis pas sûr que ça rentre vraiment en conflit, parce que pour beaucoup de gens, en fait, ce qu'ils attendent, c'est pas forcément qu'Apple prenne position pour ou contre le chiffrement, mais juste qu'Apple sorte des beaux produits, et tant qu'Apple les sort, ça ira bien. Donc pour moi,
Puis en plus, il y a un autre problème, c'est qu'après, bon, tout ce qui est production d'appareils, c'est pas quelque chose qui peut se décaler facilement. Enfin, quand vous lancez la production d'un nouvel appareil, style un iPhone 5 SE, comme on le suppose, si vous perdez une semaine, ça complique peut-être un peu les choses, ça peut compliquer vos ventes, etc. Donc si la date... Alors après... Le problème, c'est qu'on connaissait pas la date initiale réellement. C'était supposé. Apple n'a jamais dit depuis un mois on fera quelque chose de 15. Donc que ce soit le 15 ou le 22, on le saura finalement jamais. Mais bon, je pense pas qu'Apple ça pourrait avoir pour Apple ça aurait une influence majeure. Voilà. My point. Suivant, Ellie, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, moi je pense que d'abord Apple n'avait pas envoyé d'invitation, donc on était sur des pures hypothèses au niveau de la date. Pas encore. Maintenant, je suis tout à fait d'accord sur les problèmes de logistique, c'est-à-dire que non seulement il y a la réservation de la salle, des faisceaux Internet, si c'est retransmis, mais surtout l'approvisionnement de l'ensemble des partenaires Apple et des magasins Apple dans le monde, puisqu'il était prévu que les produits soient disponibles dans la foulée de l'annonce. Donc, imagine que ça représente des centaines de milliers de produits qu'il faut bouger d'un endroit à l'autre très rapidement à travers des... On avait parlé d'une dispo le 18 pour une annonce le 15. Hein. C'est ça. Oui, mais c'est justement la disponibilité des produits qui est peut-être en cause pour une raison X ou Y. Ce ne serait pas la première fois qu'une rumeur, une date donnée par la rumeur serait décalée d'une semaine pour une raison X ou Y. C'est déjà arrivé. C'est possible qu'Apple... Tu penses que c'est plus une question de capacité de production, de disponibilité qui pousserait à décaler la date? Éventuellement, moi j'ai une hypothèse. Un grain de sable dans la machine, on l'a dit, hein, Guillaume l'a bien dit, c'est très très compliqué à mettre en place. Souvent, il me semble me souvenir que les créneaux étaient réservés sur 15 jours. Ça met une semaine à être répété sur place. On bloque tout le monde. Enfin, tous les intervenants ne font que ça pendant une semaine. C'est vraiment une grosse mécanique et il suffit d'un grain de sable pour que... il faut vraiment que tout soit nickel pour que ça soit mis en place et que ça tourne bien, quoi. Alors, juste un petit truc. Retarder d'une semaine, ça semble plus simple que d'avancer d'une semaine, quand même. Hein. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Juste un truc, après, le problème, c'est que sur une keynote, ils annoncent rarement un seul appareil, ou un seul appareil ou une seule nouveauté logicielle ou autre. Donc, qu'un appareil retarde l'ensemble du processus me semblerait un peu bizarre. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un cas où Apple présente juste, allez, on va lancer juste un produit. Non, c'est plutôt là, les rumeurs disent plutôt 2-3 appareils différents. Donc, c'est pour ça que bon. Après, on argumente sur la rumeur, comme d'hab, on sait pas, donc... Moi, j'ai deux hypothèses par rapport à ça. La première serait qu'ils sont en train de réécrire l'OS du nouvel iPhone avec ou sans backdoor, et on va en parler après. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'il y a maintenant 200 000 Chinois en train de réécrire les boîtes de l'iPad qui ne s'appelleraient plus iPad Air 3, mais plutôt iPad Pro Mini ou allez savoir quoi. Mais donc, il faut tout changer. J'aime bien imaginer ces petits Chinois qui le font à la main. Bah ouais. on va en reparler. Vous savez quoi, on va en parler tout de suite parce que je pense qu'une fois qu'on va être embarqué sur le sujet du FBI, on va avoir beaucoup de mal à reparler des produits. Un petit œil quand même sur vos tweets pour voir ce que vous nous dites à propos de cette rumeur sur une rumeur donc décalage qui serait d'une semaine. On devrait s'en remettre, c'est Céline qui nous dit ça et on l'embrasse. Céline, vous n'êtes pas très actif. Hein. Je pense que vous êtes tous en train de partir en vacances. Surprise. Ouais, vous êtes tous un peu en train de partir en vacances. On va pas vous en vouloir. Vous êtes quand même un certain nombre à déjà nous avoir envoyé un petit message. Nicolas, Kael, Manu et quelques autres. Voilà, on a monté cette émission au dernier moment, donc on ne vous en veut pas d'être par exemple dans les bouchons et on préfère que vous ayez les deux mains sur le volant. Alors justement, cette rumeur d'un repositionnement finalement de l'iPad Air 3. C'est une rumeur, donc en fait c'est nous qui repositionnons. Peut-être qu'Apple depuis un an savait déjà comment ils allaient l'appeler. C'est que du marketing ou c'est lié à une évolution fonctionnelle de l'iPad, à votre avis? Pour moi, c'est un repositionnement fonctionnel. Clairement, l'iPad Pro a marché...
tout le monde a parlé du pencil et du clavier. Surtout pour dire qu'ils n'étaient pas dispo. C'est logique qu'un nouvel iPad plus petit reprenne la forme de l'iPad Pro sans en avoir les composants justement qui ont tant fait parler. Et c'est assez logique à mon avis si on reprend les accessoires, de créer une gamme Pro, sachant que l'iPad mini reste un iPad de pure consommation. Et puis, on avait dit déjà la semaine dernière que le nouvel iPad aurait le connecteur de l'iPad Pro et qu'il pourrait utiliser le Pencil. Donc après, c'était pas très logique qu'un appareil qui ressemble à un iPad Pro s'appelle iPad Air. Donc s'il a les caractéristiques du Pro, c'est du Pro. Alors est-ce que ça sera du Pro Mini ou du Pro 9 pouces ? Mais en tout cas, oui, c'est logique. Et peut-être qu'Apple l'avait décidé depuis longtemps et que nous, on n'avait pas eu cette rumeur-là. Guillaume, je sens que tu es hyper inspiré par le sujet. J'en sais rien, ça me semblerait bizarre qu'Apple décide de sortir 2 modèles différents, surtout d'iPad Air, le Pro et le Mac. Non, je vois pas l'intérêt. On parle pas de 2 modèles différents ? Oui, pourquoi ? Non, c'est un seul pourquoi modèle. Pourquoi le positionner d'un seul coup comme Pro, je sais pas, ça me semblerait bizarre. Ce serait un seul modèle, en fait. Ils utilisent le clavier et le pencil. Ouais, non, mais c'est pas Pro. Enfin, n'importe qui utilise un ordinateur aujourd'hui, il a un clavier, éventuellement t'as le stylo en plus, mais est-ce que le stylo fait vraiment du Pro ? Est-ce que ça change la donne ? Non, je suis pas sûr. Pour moi, le côté Pro, c'était le processeur plus puissant, le côté grand écran surtout. Là, est-ce que vouloir rajouter absolument... je comprendrais pas le message marketing, mais bon, c'est peut-être moi. Puis c'est vendredi, c'est les vacances, j'ai pas envie de trop réfléchir. C'est clair. Gilles ? Il y a éventuellement une demande de choses plus transportables, plus aisément manipulables, moins lourdes. Et puis c'est pas la première fois. Pardon ? Mais non, mais plus lourd, plus transportable. Qu'est-ce qu'on fait de plus transportable aujourd'hui que les appareils qu'un iPad, etc. Enfin... Il est, comment dire, il est lourd, l'iPad Pro. Hein ? Je pense que c'est par rapport à l'iPad Pro actuel. Avoir un Pro mais l'iPad léger, Pro, faut arrêter. Il fait le prix du premier iPad. Le premier iPad n'était pas intransportable. Faut utiliser les bons mots quand même. Disons pas n'importe quoi. Bien sûr que c'est bien de vouloir plus léger, etc. Mais ça reste des produits transportables. Je comprends pas. Oui, mais t'es toujours dans quelque chose de relatif. Il est, comment dire, les laptops actuels sont beaucoup plus transportables que les IBM PCAT. Qui étaient les premiers trucs qu'on travaillait dans les valises. Je vais juste arrêter une seconde sur le terme pro. Qu'est-ce qu'un appareil pro aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on pourrait définir ? Comment on définit un appareil qui est professionnel ? C'est une question que je me pose. Je pose la question parce qu'il y a 5 ans, quand l'iPad est sorti, on nous a dit c'est pas pro parce qu'il n'y avait pas Office dessus. Aujourd'hui, il y a Office sur l'iPad, c'est pas pro parce qu'il n'y avait pas de clavier, il n'y avait pas de souris. Il y a un clavier et une souris, on nous dit c'est pas encore pro. C'est quoi un appareil pro aujourd'hui ? Pourquoi les tablettes qu'Apple produit sont pas pro alors qu'ils les vendent aux entreprises, que les gens l'achètent, qui sont utilisées massivement, qu'il y a des entreprises qui utilisent quasiment que ça aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on estime que l'iPad n'est pas encore pro ? Qu'est-ce qu'il lui faut encore pour être pro ? C'est la question. Mais qui dit que c'est pas pro ? Mais c'est des trucs que je lis aujourd'hui ou que j'entends, si tu veux. On me dit que c'est pas transportable. Personne n'a dit. Je comprends pas. Personne ici a dit que c'était pas pro. Au contraire, on dit que c'est pro, donc on va rajouter le suffixe qu'Apple a créé et pas nous. D'accord. Mais par exemple, pourquoi l'iPad 9,7 pouces, pourquoi il n'est pas considéré comme pro aujourd'hui ? Qu'est-ce qui l'empêche ? Il va l'être, justement. Il va l'être. Mais bientôt. C'est important. Non, mais c'est important. C'est important pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'en fait, grosso modo, si Apple dit maintenant l'iPad 9,7 pouces est pro, d'accord ? Parce qu'il a d'un seul coup un stylet et un clavier, argument qui est recevable, d'un seul coup, cet appareil qui n'était pas professionnel avant, ça y est, il devient professionnel. Et je comprends pas dans ce cas-là le message marketing, juste parce que pendant des années, ça fait quand même 4 ans qu'on nous dit « Ouais, mais l'iPad, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour les professionnels. » On nous a dit au départ, c'était pas professionnel, c'est un outil de consultation, parce qu'il n'y avait pas Office. À partir d'un moment, il y a eu Office sur l'iPad, c'est devenu professionnel. Et là, juste, il y a quelque chose qui m'échappe. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, l'iPad deviendrait professionnel parce qu'il a un stylet, enfin un crayon, pardon, pas un stylet, mais un crayon, et un clavier. Ça me semble bizarre. Non, mais pour pouvoir supporter le pencil, il faut que l'écran... Voilà, pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Il y a bien un MacBook Pro 13 pouces et un MacBook Pro 15 pouces. C'est vrai que Jean-Christophe a le retour avec un petit peu de retard. Oui, je disais pas tous en même temps. Est-ce qu'Apple s'appuie pas juste sur le fait que
voilà, le prochain iPad atteint un niveau de puissance qui fait qu'à partir de maintenant, on peut appeler ça un iPad Pro. Et puis avec le stylet, le pencil en plus et le clavier, voilà, ça le fait. Tout à fait. Ouais, il y a un certain nombre d'applicatifs que on n'a pas vu tourner, mais qui sont annoncés à corps et à cri par les deux, par IBM et par Apple, des applicatifs professionnels qui sortent pas des boîtes. Et puis il y a tout ce que Cisco doit avoir dans le pipeline aussi à destination des grands comptes. Donc c'est peut-être davantage à ce public-là qu'Apple destine ces nouvelles machines. On ne connaît pas encore une fois, c'est Eddie qui avait raison, on parle sur de la rumeur, on n'a pas les caractéristiques, on ne sait pas qu'est-ce qui va différencier les modèles pro des pas pro et des... Ouais. Est-ce que vous pensez que alors, ça va peut-être vous faire sourire, mais est-ce que la Surface Pro peut avoir incité Apple à utiliser le suffixe pro, y compris pour l'iPad, entre guillemets, normal? Maintenant qu'elle se vend, oui. Eh oui. Mais en même temps, ça ne renvoie pas aussi un message. Non, mais maintenant qu'elle se vend. Mais c'est là où je rejoins pas le truc, c'est qu'en fait, ça envoie aussi le message inverse qui est de dire l'iPad 9,7 pouces est pour les pros uniquement. C'est-à-dire qu'en fait, ça renvoie le message, c'est pour les professionnels. Et je ne trouve pas que ce soit un message pertinent, parce que l'iPad 9,7 est toujours pertinent pour tous les autres usages, et pas que pour le pro. Et jusqu'à aujourd'hui, les iPads ont commencé à 9,7, ils étaient universellement utilisés et reconnus pour leur qualité depuis la taille de 9,7. Pour moi, le côté pro, c'était le côté, effectivement, plus gros appareil, avec grand clavier, etc. Là, avec un appareil qui devient pro du jour au lendemain, je trouve ça un peu bizarre. Alors, il y a une Parce très bonne... qu'ils sont en train de se faire fumer. Il y a avant de revenir sur le fumage, Gilles, Kaël revient effectivement sur ce que tu as dit au début de l'émission, je crois, Ellie, à savoir, tu as parlé d'iPad Pro mini. Parce qu'il ne peut pas s'appeler iPad Pro, il peut s'appeler iPad Pro 9 pouces. Mais si c'est l'iPad Pro, c'est le gros appareil, donc il faut bien qu'il lui trouve un nom. Alors je ne sais pas si on l'appelait iPad Pro mini ou iPad Pro Medium ou iPad Pro moins. Je sais regarde, pas. Il y a une je solution. crois beaucoup à iPad Pro en tout cas. C'est 9to5 Mac qui en parle aujourd'hui et qui, alors il donne pas de nom définitif, mais ce serait l'iPad Pro 9,7 quoi. Ouais, 9,7, c'est pas très sexy. Après, pour répondre à Guillaume, c'est une histoire de marketing. Hein. C'est-à-dire qu'Apple peut dire, maintenant, c'est l'iPad Pro pour tous. Non, justement. Oui, mais en marketing, moi, je trouve que justement, pas que c'est ce que je dis, c'est qu'en termes de messages envoyés, c'est pas terrible, parce que iPad Pro, les utilisateurs grand public vont se détourner de l'iPad 9,7 en disant, c'est pour les pros, c'est pas pour moi. Donc, la question que je me demande, et c'est pour ça qu'au début, j'étais un peu surpris, parce que j'ai pas vu le truc sur l'iPad Pro 9,7. J'avais pas vu ça, et j'étais un peu surpris. C'est la question, et pourquoi Apple ne ferait pas deux modèles, un iPad 9,7 classique et une version Pro de l'iPad 9 qui resterait à côté. Deux modèles différents. Technologiquement, ça n'aurait pas de sens d'avoir l'écran et la résolution nécessaire pour supporter le pencil, d'avoir le même clavier, d'avoir le même connecteur et dire lui n'est pas pro. Non, mais justement, la différenciation, c'est que là, au moins, tu peux dire, voilà, il y a des usages professionnels qui requièrent l'utilisation d'un autre input avec le crayon, etc., avec le clavier. Vous n'avez pas ces options-là sur l'iPad normal, qui coûte moins cher, par contre. Voilà. Oui, mais ça s'appelle un iPad Air 2 qui va rester au catalogue pour $100 de moins. Je suis d'accord. L'iPad Air 2 d'aujourd'hui va rester en moins cher. Oui, il y a un truc de la concurrence aussi. Ils sont en train de se faire bouffer d'une part par les portables dont l'écran se détache et aussi de l'autre côté par les Chromebooks qui sont en train de faire un tabac dans l'éducation et l'iPad qui normalement devait remplacer l'ardoise de la communale et remplacer le livre, etc., est en train sur le marché américain en particulier, est en train de se faire supplanter. Ils vendent des palettes entières de Chromebook, tout ça pour pouvoir répondre aux tests standardisés que les établissements scolaires sont obligés de faire passer à leurs élèves pour voir s'ils sont bien dans les critères. Et c'est vraiment un vrai problème. Et c'est aussi une des raisons du poteau noir dans lequel semble enlisé le
l'iPad depuis plusieurs trimestres. Mais justement, est-ce que c'est pas du vent et juste une manière de faire croire que l'iPad a tellement évolué que c'est un nouvel iPad et qu'en l'achetant, on passe à un nouveau cap, même si fondamentalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Je pense qu'il est temps pour Apple de changer un peu le nom parce que iPad Air, les ventes sont en baisse depuis qu'il est sorti. Et donc, sortir un Air 3, c'est dire que c'est dans la continuité et donc dans les ventes descendantes. Tandis que sortir un Pro, ou quel que soit le nom qu'il lui donne, c'est de dire, voilà, nous avons maintenant une nouvelle génération, une nouvelle catégorie d'iPad. Après, peut-être qu'ils peuvent démocratiser le Pro pour tous, même si Guillaume n'est pas d'accord, mais bon, en tout cas, il faut changer le nom. Ouais. Air, Non, ça ne porte pas chance à Apple. Céline sur Twitter dit qu'elle est d'accord avec moi que pour le consommateur, iPad Pro, c'est pas clair. Et pour quelqu'un qui va aller à la FNAC acheter une tablette, ça ne compte pas. Oui, mais Céline est amoureuse de toi, Guillaume, donc ça compte pas. C'est exactement ce que je voulais dire. La question n'est pas là. La question, voilà, c'est pourquoi l'iPad version Pro, pourquoi un iPad 9,7 deviendrait d'un seul coup Pro? Qu'est-ce que ça envoie comme message au consommateur? Moi, j'ai peur qu'au contraire, ça segmente encore trop le marché. Ou alors Apple veut vraiment que les utilisateurs aillent vers le iPad mini. Mais le problème, c'est que le mini se fait phagocyter les ventes par l'iPhone 6S Plus. Bref, c'est compliqué. Écoutez, on verra ça dans 2 semaines. C'est pas une question de taille. C'est une question de processeur, de type d'écran, de technologie d'écran et de périphérique autour. La taille importe peu. S'il a la puissance d'un iPad Pro, l'écran d'un iPad Pro et les périphériques d'un iPad Pro, qu'il soit plus petit, ça me choque pas. Oui. C'est un appareil de la famille Pro. Bon, j'aime bien quand tu dis que la taille importe peu, Élie, ça me fait plaisir. Un dernier mot, c'est que J'allais dire, mais j'ai pas osé, que la taille importe peu, c'est la façon dont on s'en sert, mais bon, c'est un autre débat. Voilà, c'est ça. Avec ou sans crayon, c'est la question. Je veux bien ajouter quelque chose. Oui, vas-y, élève le niveau, s'il te plaît. Vas-y, rajoute du léger, s'il te plaît. Que notamment aux États-Unis où la pub comparative est admise, toute la communication sur la surface se fait en comparant l'iPad à un jouet. C'est-à-dire, vous voulez faire des choses, prenez une Surface Pro, parce que à l'époque, l'iPad n'était pas multitâche, on pouvait pas séparer les écrans, ce genre de choses. Donc, il me paraît totalement logique, comme Ellie, d'imaginer que Apple veuille bien faire rentrer dans le crâne de ses consommateurs que maintenant l'iPad c'est du sérieux, en justement déclinant cette gamme Pro. Sachant que je suis pas certain que l'iPhone 6S phagocyte les iPad mini. L'iPad mini aujourd'hui, son concurrent c'est le Kindle Fire à $50. Donc c'est là où il y a des choses à faire. Ouais. Mais la question c'est le message, moi je trouve qu'il est dangereux parce que dans ce cas-là, dire maintenant l'iPad c'est du sérieux, ça veut dire que dans les 5 dernières années c'était pas du sérieux, on a vendu des palettes pour que ce soit pas sérieux. C'est bizarre. C'est ça. Non, parce que le MacBook Pro a fait un tabac chez le consumer, enfin le grand public. Il y a comment dire, c'est tout le message depuis pendant 10 ans qui a marginalisé Apple au début des années 2000 en disant on prend du Microsoft, on prend du Windows parce que c'est pour les pros et qu'il y a ça dans les boîtes, il y a ça dans les entreprises, donc on a ça dans les établissements scolaires et on a ça aussi dans les familles parce que c'est le standard professionnel et que donc on est sûr de ne pas se tromper, quoi. Ouais, mais personne en même temps... n'a jamais été viré pour avoir choisi de l'IBM et c'était devenu personne n'a jamais été viré pour avoir choisi du Microsoft. En même temps, Gilles, MacBook Pro, c'est devenu une marque en soi comme Frigidaire ou Gillette pour les rasoirs, quoi. MacBook, pas MacBook Pro. Parce que les utilisateurs, quand même. Non, je parle bien de MacBook Pro, puisqu'on parle de l'iPad Pro. Ouais, j'ai bien compris, mais pour moi, ça reste quand même MacBook Pro, c'est une catégorie de la catégorie portable d'Apple. C'est MacBook Pro, comme il y a eu MacBook, il y a eu MacBook Air, maintenant il y a un nouveau MacBook, et ce n'est qu'une partie. D'ailleurs, les machines parfois ont été fluctuantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le premier MacBook, quand Apple a sorti les premiers MacBook Unibody, enfin MacBook Pro,
le MacBook 13 pouces était considéré comme même MacBook, justement. Il y avait un MacBook 13 pouces unibody en 2008, parce qu'il n'avait pas les ports FireWire, il n'y avait que de l'USB dessus en standard. Enfin, il n'y avait que de l'USB, et il n'y avait pas de port FireWire. Et après, la gamme a évolué à la génération suivante, quelques mois plus tard, pour redevenir pro, en fait, avec les ports FireWire qui manquaient à la gamme à cette machine-là. Donc les problèmes, c'est ça, c'est que en fait la nomenclature pro est variable en fait chez Apple, c'est un peu compliqué. Bon, ici pour conclure cette première partie, je vous demande à chacun de pronostiquer la date de la keynote et le nom du prochain iPad. Gilles. J'en sais rien. Je n'ai pas de boule de cristal. On parlait de taille, donc je n'ai pas de boule de cristal et pour Tu risques pas grand-chose, il y a pas de... On te jette pas aux oubliettes si tu te trompes. Mettons le 15 ou le 21 ou le 22, j'ai pas de... Mais choisis entre les deux. Mettons le 21, mais surtout le 21, tu choisis une autre date encore. Le plus pertinent pour toutes les raisons qu'on a exposées jusqu'à présent, quoi. Il manque ce saut du sérieux et c'est une fois de plus la marginalisation qui guette un peu l'offre d'Apple, l'offre de valeur d'Apple, parce que elle est trop simple, justement. Bon, donc on a eu qu'une demi-réponse avec Gilles. Guillaume. Si, non, moi j'ai une réponse, moi. Le 9 avril 2016, pour fêter mon anniversaire. Merci Apple, c'est sympa. Je me rappelle qu'Apple a 40 ans cette année, comme moi. Et le nom de cet iPad? Le nom de cet iPad, l'iPad GG, comme Guillaume jette, parce qu'il veut me faire un honneur. Bon, d'accord. Écoute, moi qui voulais vous mettre devant vos responsabilités dans une quinzaine de jours et distribuer les médailles, ça va être compliqué. Élie? Alors, moi, j'ai un avis tout à fait différent. Je parie pour le 1er avril, parce que comme ça, on va totalement brouiller le message marketing. Ça sera un jour de blagues et de bonnes rigolades. Et donc, ça sera l'iPad Pro pour tous. Car tout le monde a envie d'avoir un iPad Pro. D'accord. Bon, et toi, Jean-Christophe? Alors moi, je pense qu'il n'y aura pas de keynote en mars. Je pense que le 1er avril, pour reprendre ce que dit Ellie, est une très bonne date parce que justement, c'est les 40 ans d'Apple. Oui. Et enfin, ça tombe un mardi pour iPad Pro. Ça tombe un mardi. Et pour mettre tout le monde d'accord et faire une habile transition, je vous rappellerai que lors de l'interview qu'on a vue il y a quelques jours, on voit que Tim Cook a sur son bureau un iMac et un MacBook pas Pro. Donc si l'iMac et le MacBook qui sont réputés grand public sont bons pour le CEO, je pense que ça vaut aussi pour l'iPad. Et tu sais quoi, en fait, moi je te rejoins presque sur l'idée du 1er avril, pour une raison simple, c'est que autant Steve Jobs n'était pas du tout branché anniversaire, et par exemple pour les 20 ans du Mac, 25 ans du Mac, 20 ans, je sais plus, il y avait absolument rien eu, et que voilà, Apple dit non, pas notre truc, autant pour les 30 ans, ils ont sorti un peu plus ils sont un peu plus sortis, voilà, ils ont fait plus de choses. Donc je trouve que ça serait pas mal si effectivement Apple décidait quand même de fêter en grande pompe les 40 ans d'Apple. Oui, voilà. Et si d'ailleurs, au lieu de parler que de produits, ils changeaient toute la gamme, puisqu'aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. On a parlé du nouvel iPhone et du nouvel iPad, mais n'oubliez pas qu'on entend beaucoup de choses sur un renouveau des MacBooks Pro, voire des MacBook Air, qu'on nous parle des iMac. Donc, et si Apple disait, mais pour les 40 ans, allez, on change tout. Tu crois? Voilà. On part d'une rumeur sur la date et on finit par le changement de toute la gamme. Allez, le changement, c'est une keynote de 5 heures. Il faut que les petits Chinois puissent se suivre et ça, c'est pas... comment dire on parlait de disponibilité et de time to market au niveau du dernier trimestre, du trimestre de septembre, et de l'embouteillage qu'ils pouvaient avoir sur les chaînes de Foxconn. Et puis, je me souviens plus de l'autre assembleur qui est mobilisé par Apple. S'ils font la même chose au mois d'avril pour le deuxième et le troisième trimestre, ça va être très très difficile, d'autant que il faut qu'ils aient des choses à proposer en septembre.
Bon, écoutez, on va y revenir, on va suivre, parce que là, la date, de toute façon, elle approche. Moi, j'aime bien l'idée du 1er avril. Ce serait fêter les 40 ans avec quelque chose de mouse, renouveler toute la gamme, et pourquoi pas, je trouve ça complètement dingue, mais ils en sont capables. Bah, renouveler toute la gamme, peut-être pas, mais juste peut-être mettre à jour leur Mac Pro qui n'a pas bougé depuis 2 ans et demi. Oui, c'est ça. Ce serait peut-être pas mal, quoi, je sais pas, mettre de nouveaux pros, les MacBook Pro aussi qui n'ont pas bougé depuis un paquet de temps, les MacBook Air, j'en parle même pas, enfin bon, voilà. Bon, en tout cas, ça va nous faire... Et donc, est-ce qu'on fait une keynote et on bat le record? On fait une émission iWeek de 4 heures. Et on a fait 3 heures et quelques déjà. C'est pour ça, il faut le battre. Bon, et ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sera là. On sera là avec vous, quelle que soit la date. On sera au rendez-vous. Bon, tiens, juste en passant, puisqu'on abordait les MacBook Pro, une petite nouvelle de mon MacBook Pro à moi. Vous savez, la saga du MacBook Pro. La saga du bug, du fameux bug des cartes graphiques du MacBook Pro. C'est un gros défaut. 2011. Eh ben, j'ai enfin obtenu, et sans passe-droit, comme tout le monde, qu'Apple change la carte mère pour la 2e fois. Très fort, voilà. Ça a été fait, et donc j'ai à nouveau un MacBook Pro qui fonctionne. J'ai quand même passé presque 2 mois sans mon ordi. Allez, à dans 6 mois. Ça a été très compliqué. Voilà, on va tourner une page, non pas de pub, mais une page tout court, et on va aborder le 2e gros sujet. D'ailleurs, c'est le premier gros sujet. Je pensais qu'on ferait court sur la keynote. On a fait plus de la première demi-heure. Vous avez intérêt à affûter vos arguments. Ça vous évitera peut-être de trop vous taper sur la tête. On revient dans un instant pour parler du FBI et de l'iPhone. À tout de suite. Et oui, on en parle encore et toujours de cette affaire autour de l'iPhone, du cryptage des données. Faut-il qu'Apple... Chiffrement, pas cryptage. Cryptage. Ah, écoute, tu joues sur les mots, là. Non, c'est pas français. Ça commence bien. Bon, ça commence bien. Bon, bref, moi je m'adresse aussi à Madame Michu, que j'embrasse. Bah, tu as le droit de lui parler correctement. Non, mais... Elle est dans la creuse. Et d'élever le débat, bref. Bon... Ça commence bien. Bon, allez, une image, une photo pour vous faire plaisir. La star de la semaine, c'est lui. C'est moi. Le directeur du FBI, qui a donc répondu à Tim Cook. Ça y est, on est parti dans un... Voilà, je publie ma lettre, tu publies ta lettre, voilà. Et ce sera à celui qui publiera la dernière lettre, je pense. Hein. Eh oui. Bon. Voilà. Personne n'ose démarrer. Alors, j'ai failli vous dire, avant qu'on démarre l'émission, arrêtez parce que vous allez être complètement sec. On est mort. Quand on va démarrer, et vous êtes cuit là. Ça y est, on a déjà débattu, ça y est venir en off, tant pis. C'est ça. Mais on diffusait pas, on n'enregistrait pas, donc il faut recommencer. Ici, pour démarrer, on laissait la parole à Jean-Christophe, parce que la semaine dernière, il n'est pas intervenu, et il nous manquait l'opinion américaine. Absolument. Donc peut-être qu'il peut démarrer lui, et puis nous, on commente. Je suis tout à fait d'accord, Jean-Christophe. Toi qui es donc en duplex de San Francisco, dis-nous exactement où on en est et comment cette affaire est perçue aux États-Unis. Alors, je vais le faire, mais je note quand même que ça va être comme les résultats d'Apple, on me laisse parler en premier, et puis après, tout le monde... Et tu vas te faire défoncer, c'est sûr. Bah, d'accord, bon, c'est pas grave. D'abord, il faut revenir, à mon avis, sur les faits qui sont extrêmement importants dans cette affaire. Parce que de là, en fait, découle beaucoup d'incompréhension, et effectivement... Je pense que l'idée, c'est pas de choisir un camp, c'est de savoir de quoi on parle et se positionner par rapport aux faits. Premier point, il y a eu dans la ville de San Bernardino qui, et c'est pas un détail, fait partie de l'État de Californie, une tuerie de 14 personnes, je crois, faite par des gens suspectés de lien avec ISIS. Et c'était quelques jours après Paris. Hein. C'était quelques jours après les attentats de Paris. Hein. C'est ça. Qui utilisait par ailleurs un iPhone 5C fourni par leur employeur. Aujourd'hui, l'iPhone 5C, il a un passcode comme tous nos iPhones, et les iPhones, quand on tape plusieurs fois un code erroné, s'auto-détruisent. C'est une mesure de sécurité mise en place par Apple et à mon avis bienvenue.
Donc, le système dit de force brute, qui est, on va, avec un robot, taper des dizaines de codes jusqu'à trouver le bon et jusqu'à ce que l'iPhone se déverrouille, ne fonctionne pas parce que justement, au bout d'un certain nombre d'essais infructueux, une dizaine a priori, l'iPhone s'autodétruit et donc on n'a plus rien. Bon, ça c'est les faits, c'est l'étendue du problème. Ce qui se passe, donc, c'est que le FBI ne peut pas accéder à l'iPhone comme il le faisait d'habitude en tapant plusieurs codes parce qu'ils ont peur que l'iPhone s'autodétruise. Ce que le FBI demande donc, c'est qu'Apple intervienne sur iOS, sur l'iOS de l'iPhone, comme ils en ont la possibilité, pour lever la protection la limite des 10 codes erronés pour que le téléphone s'ouvre. Aujourd'hui, c'est tout. Ce que le téléphone souhaite pouvoir faire, c'est une attaque en force brute sur un téléphone donné, et donc c'est une attaque physique, et c'est extrêmement important. Il faut qu'un robot puisse appuyer sur des touches. Donc il faut que le téléphone soit dans les mains du FBI pour qu'il puisse être déverrouillé. Ça me paraît super important parce que c'est factuel. Ensuite, pour répondre à ta question, Benjamin, mais comme j'ai pas le retour, je vais peut-être laisser faire un commentaire. On t'entend, on t'écoute. Ok. Ensuite, on a je dirais un triple problème ici. Le premier, comme je l'ai dit, c'est que San Francisco, c'est à 1 heure d'avion de San Bernardino, donc c'est quand même relativement proche. C'est pas, je vais pas dire que on connaît des gens qui sont morts là-bas. Enfin, en tout cas, c'est pas mon cas. Je dirais que c'est pas comme ce qu'on a vécu aux attentats de Paris, mais quand même, il y a cette proximité. On est dans le même état. Première chose. Deuxième chose, San Francisco et la baie, pour faire simple, c'est quand même un univers extrêmement particulier. Ça se voit clairement puisqu'on est en pleine campagne présidentielle américaine. San Francisco, il y a quand même un côté un peu élitiste, un peu de gauche, un peu libertaire. Les hippies, voilà, la base hippie qui a fondé la ville et certaines nouvelles technologies comme Apple est quand même très présente. Et pour le reste des États-Unis, San Francisco, c'est un peu une autre planète. Donc, voir Facebook, Google comme un seul homme s'allier à Apple, bon, c'est une bonne chose et c'est sain que des entreprises technologiques qui elles, ont une vraie vision technologique des choses en discutent, mais ça ne vaut pas, je dirais, ça ne vaut pas l'adhésion d'un pays tout entier, loin de là. Et exactement, ça a été aux premières loges hier dans le débat républicain hier soir, où tous les candidats républicains, et on en pense qu'on en veut, et bien sûr, j'en pense pas du bien, mais il y en a un qui potentiellement sera le futur président des États-Unis, prennent tous le parti du FBI dans cette histoire contre Apple en disant ce que l'Américain moyen comprend, c'est si déverrouiller le téléphone permet d'arrêter les terroristes, déverrouillons le téléphone, point, fin de la discussion. Bon. Et aujourd'hui, le débat, malheureusement, il est là-dessus. Bon, alors je crois tu nous as très très bien planté le décor vu des États-Unis avec ton regard à toi. Guillaume, est-ce que tu veux d'entrée apporter ton point de vue sur cette question ? Je vais corriger 2 erreurs sur ce qu'a dit Jean-Christophe. Jean-Christophe, merci. Il est trop tard. D'abord, il faut savoir que le coût de l'effacement au bout de 10 tentatives n'est pas obligatoire. C'est une option dans l'appareil. Hein. C'est pas forcément activé par défaut et vous pouvez le désactiver. Donc, c'est pas garanti que l'appareil s'efface au bout de 10 fois. Premier point. Donc, je précise. C'est une possibilité, mais tu peux la désactiver sur ton iPhone, il n'y a aucun problème. Oui, mais sauf que comme tu peux pas le savoir avant la 11e fois... Je ne le sais pas. Non, mais le risque je ne sais pas, mais je précise bien ce point, c'est qu'on ne le sait pas, mais potentiellement, c'est une option que tu peux désactiver, d'accord ? Voilà, c'est juste pour préciser ça. C'est pas obligatoirement, voilà, ton iPhone ne va pas forcément s'effacer au bout de 10 tentatives, ça se peut, mais c'est pas obligatoire. Deuxième chose, le FBI n'a jamais parlé de robot, à ce qui me semble.
pour moi, c'est un input automatisé qu'ils veulent mettre en place. On ne parle pas forcément de taper sur le clavier, c'est de pouvoir envoyer l'information le plus vite possible, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, à part une limitation technique qui est que l'iPhone ne peut pas recevoir plus de code, il est obligé d'avoir un délai minimum de 80 millisecondes entre chaque tentative, mais c'est pas forcément un robot qui va faire le tapotage, c'est un logiciel qui est dédié, qui va envoyer les commandes pour faire comme si on tapait le plus vite possible. Là, tu parles des machines qui cherchent à trouver le code d'accès. Voilà, non mais disons que c'est pas un robot qui appuie physiquement sur l'appareil, parce que ça, ce serait quand même très long à tenter, surtout si c'est des codes alphanumériques, alors là, je n'en parle même pas. Là, c'est juste... c'est un logiciel qui envoie qui fait les tentatives directement connectées sur l'appareil. Bon. Alors juste, moi, j'ai eu d'autres informations. Premier point. Deuxième point, tu es d'accord avec moi pour dire qu'il faut la présence physique de l'appareil quand même? Ah bah évidemment, oui, de toute façon, oui, il faut la présence physique de l'appareil, ça c'est sûr et certain. Moi, ce que j'en ai lu, si je peux me permettre d'apporter juste une petite précision, et d'en placer ce que j'en ai une, lu, parce que je me suis pas mal documenté pour avoir une position un peu équilibrée, donc j'ai lu les pour et les contre. Il semblerait qu'ils savent quand même que le téléphone est codé par 4 chiffres et non pas 6 et non pas de l'alphanumérique, et que donc ça leur prendrait, à partir du moment où ils en ont les moyens, une dizaine d'heures. Donc à partir du moment où on a un code de 4 chiffres, il n'y a pas de lettres. Et c'est 4 et pas 8 et pas 20, c'est 4. Et ça, ils le savent. Bah ça, c'est facile à vérifier. Hein. Tu fais glisser à gauche et tu vois le nombre de caractères que tu as tapé. C'est pour ça. C'est pour ça que je dis que ça, ils le savent. Non, c'est même pas ça. C'est quand il y a 4 caractères, on a le pavé numérique. Et quand il y a plus de 4 caractères, on a un champ pour taper d'autres choses. Donc c'est comme ça qu'ils le savent. Même si c'est 6 caractères sur ton téléphone, si c'est 6 chiffres, 6 chiffres, il t'affiche quand même les six et tu peux taper directement. Alors voilà pour le décor, on va dire, et pour l'aspect finalement le plus technique. Mais c'est une question de fond plus qu'une question technique. Après, la question de fond, c'est est-ce qu'on doit le faire ? La réponse d'Apple, moi je penche plutôt pour la réponse d'Apple, d'accord ? Même si évidemment le souci il est très émotionnel, on l'a déjà discuté la semaine dernière, c'est que émotionnellement, le FBI utilise un cas très critique qui est un attentat terroriste sur lequel ils veulent avoir des informations. Donc là, évidemment, ils veulent pouvoir déverrouiller cet appareil. Le problème, en disant, c'est juste pour une fois. Le risque, c'est que demain, ce sera pas que pour une fois, et d'ailleurs tout de suite, il y a les procureurs aux États-Unis qui ont dit ouais, nous on a plein de cas pour lesquels on va faire déverrouiller des appareils, donc grosso modo, ça veut dire autant de risques qu'une version modifiée d'iOS se balade ensuite dans la nature, parce que Apple le dit, si ce logiciel est développé, nous on ne peut pas garantir à 100% qu'il ne sortira jamais de nos laboratoires, parce que le risque zéro n'existe pas en informatique. Mais les experts en cybersécurité disent il y a toujours un risque. Et cette backdoor qui serait installée sur l'appareil pourrait être utilisée à des fins, évidemment, dans le cas de l'affaire de San Bernardino, on pourrait dire positive, mais elle pourrait être utilisée à des fins beaucoup plus malicieuses, voire néfastes. C'est là tout le risque, en fait. Et grosso modo, en sécurité, on dit soit il y a un chiffrement complet, soit votre chiffrement n'est pas sécurisé. Donc, c'est là tout le problème. Et on a vu ça, ce souci d'ailleurs, sur des appareils comme des routeurs encore récemment. Je ne sais plus quelle marque, il y a eu un problème de sécurité. Ils se sont dit, ah tiens, on a un gros souci, c'est qu'on a quand même un backdoor qui est installé, donc potentiellement, n'importe qui, FBI ou pas FBI, peut rentrer sur ces routeurs qui ont une sécurité ouverte. L'argument de dire c'est pour un appareil, il est bidon. Et c'est là le gros problème, c'est que le FBI dit c'est pour un appareil, on sait très bien que dans le futur ce sera pour d'autres appareils et que c'est la porte ouverte vers quelque chose que Apple ne veut pas avoir à gérer. Et ça peut se comprendre. Et aujourd'hui c'est Apple, demain ce sera toutes les marques. Parce que, non mais après... Apple, c'est juste qu'aujourd'hui, se positionne comme champion de la liberté, champion de la liberté, entre guillemets, champion de la vie privée, voilà, plus précisément. Et aujourd'hui, l'argument d'Apple, il est de dire, ce qu'il y a sur votre appareil physiquement, on ne veut pas. On ne veut pas et on ne veut pas avoir à le gérer et on ne veut pas avoir à y accéder parce que on n'a pas à le faire. Voilà, c'est tout. Maintenant, le problème, c'est quel est le niveau de la loi. Aujourd'hui, aux États-Unis, la loi, elle dit rien de potentiellement vraiment clair là-dessus. C'est là où il y a un gros gouffre et c'est là où Apple veut mener la discussion au plus haut niveau. Mais le fait d'enlever les 10 tentatives, est-ce que c'est vraiment offrir un iOS déverrouillé ? Parce qu'on parle de deux choses différentes. Hein. On parle de dire, OK, on enlève la possibilité d'effacement automatique au bout de 10 fois. Mais là, on n'est pas rentré dans l'appareil. Il faut encore trouver. Il faut effectivement taper ces codes qui, dans certains cas, peuvent être compliqués. Et après, on accède au téléphone. Dans le téléphone, il peut y avoir des applications qui ont des données cryptées, elles aussi. Il y a des applications qui cryptent à l'intérieur les données. Donc, en plus, on ne sait même pas ce qu'il y a dans le téléphone. Donc, la question, est-ce que c'est
tellement grave. Après, j'ai lu beaucoup de choses. On a parlé de mettre le téléphone en mode DFU pour pouvoir injecter, etc. Moi, mon expérience, mais Guillaume va peut-être me contredire, c'est que quand tu mets un téléphone en mode DFU et que tu le restaures, la première chose que tu fais, c'est que tu l'effaces. Hein. Donc, oui, bien un sûr. téléphone en mode DFU, tu récupères rien dedans. Le mode DFU, c'est un mode spécial de l'iPhone qui peut être utilisé pour restaurer un appareil quand il est vraiment dans un sale état au niveau système. Il a été aussi assez utilisé pour tout ce qui est histoire de jailbreak sur les appareils, donc sur les iPhones. Jailbreak qui exploite derrière des failles de sécurité de l'iPhone, faut pas l'oublier. Et quand tu restaures un iPhone avec le mode DFU, oui, il efface l'appareil automatiquement. C'est la première chose qu'il fait. Voilà. Et là, en plus, il faut pas oublier, c'est que la question se pose pour un iPhone 5C qui avait une sécurité moindre parce qu'il était sur iOS 7. Il serait sur iOS 8 ou ce serait un iPhone 5S, c'est mort, hein, on ne pouvait même pas se poser la question. Le pire, c'est qu'en plus, là où le FBI a été quand même assez pas très bon, c'est qu'ils n'ont pas été très bons même en termes de forensics, donc en fait de recherche pure et dure appliquée sur l'appareil, puisqu'ils ont foiré un petit peu la recherche. Voilà, sur la recherche iCloud, en fait, sur la sauvegarde iCloud. En fait, automatiquement, l'iPhone peut être configuré, si vous utilisez une sauvegarde iCloud, quand il est branché, connecté à un réseau Wi-Fi reconnu, il peut sauvegarder automatiquement les données sur iCloud. Et Apple a fourni une sauvegarde de 6 semaines avant de cet appareil. Et sauf qu'en fait, le FBI a foiré un petit peu le truc parce que l'appareil, le code iCloud en fait a été modifié, ou je sais pas ce qu'ils ont fait, ce qui fait que en plus le routeur Wi-Fi qui était connecté a été perdu, ou je sais pas ce qui s'est passé, ils ont changé le code du Wi-Fi. Donc grosso modo, l'iPhone ne peut plus se reconnecter pour faire une sauvegarde automatique. Et ça n'a pas été très fort par le FBI, parce que c'est un petit peu un gros échec en termes de sécurité, si tu veux, en termes d'enquête. Normalement, l'appareil n'aurait pas dû être modifié du tout après la saisie. Il n'aurait pas dû être touché du tout. Et là, ils ont foiré un truc quand même qui est assez hallucinant. Je ferais pas ça avec Alors, oui, je ferais pas ça avec des choses physiques au point de vue de la police scientifique. Il y a un gros problème de compétences et d'exploitation des données. Ce truc de truc antiterroriste ne tient pas assez l'exploitation parce qu'ils sont en état d'échec sur d'autres méthodes plus traditionnelles de recherche de preuves et d'évidence et de travail policier pur et dur et traditionnel, qu'ils sont obligés de se retourner vers l'iPhone et vers Apple pour récupérer ces données. Il y a des pays totalitaires comme ou semi-totalitaires comme la Russie, pour ne pas la nommer, ou la Chine, ne manquent pas d'informaticiens qui seraient capables de faire sauter ces protections, ce code, s'ils avaient les iPhones de dissidents, par exemple, dans les mains. Donc, il y a un vrai problème de ce côté-là. Alors, je me fais l'avocat du diable, ou en tout cas, je prends peut-être je me fais le porte-parole de ceux qui se posent cette question. Est-ce que vous pensez que le FBI ou peut-être d'autres services américains ont déjà le moyen technique d'accéder aux données? Et est-ce que finalement, ce débat public n'est pas une forme de mascarade dans la mesure où ils auraient déjà un accès? Oui, non, parce qu'il y a cette épée de Damoclès on est un peu dans l'arme fatale, je crois. Hein, est-ce qu'il faut couper le fil rouge ou le bleu? Ils ne savent pas si. Il y a eu MacGyver aussi. Détruire. Pardon? Il y a eu MacGyver et l'arme fatale aussi. C'est vrai. Est-ce qu'ils vont pas détruire, déceler en fait ce qui serait une faute? Est-ce qu'ils vont pas détruire ce qu'il y a les preuves qu'il y a à l'intérieur de l'iPhone en faisant une mauvaise manipulation? Mais le pire, c'est qu'en plus, on ne sait pas s'il y a quelque chose dans ce téléphone ou pas. Personne ne sait. Hein. C'est ça qui est hallucinant. Je crois que Jean-Christophe voulait intervenir. Comme il n'a pas d'image, il a un peu de mal à voir ce qu'on dit et quand on le dit, mais je crois qu'il avait quelque chose à dire aussi. Merci beaucoup, Élie. Pardon, mais comme du coup j'ai plusieurs points. Le premier point sur cette histoire de backup iCloud où franchement on se moque du monde. C'est-à-dire qu'on peut pas à la fois dire on ne sait pas si la sécurité après 10 utilisations a été enclenchée ou pas et dire oh là là, le FBI ils sont stupides, ils ont changé le mot de passe du backup iCloud. Il y a aucun moyen de savoir aujourd'hui si l'iPhone était configuré
pour faire un backup iCloud automatique. Si, parce que justement, ils ont une sauvegarde de 6 semaines avant. Donc, ils ont une sauvegarde d'il y a 6 semaines avant, si tu veux. Donc, il est configuré pour. Avant de demander à Apple de changer le mot de passe iCloud pour récupérer sur le web et pas sur l'iPhone le backup s'il avait été à jour. Premier point. Ouais, on a quand même deux postures radicalement différentes parce que Tim Cook se place pour une posture très... Finalement, il est droit dans ses bottes, droit sur ses deux pieds. Il comprend très bien la demande des autorités américaines, mais répond que ça ne va pas être possible. En face, le patron du FBI joue totalement sur la corde de l'émotion. Dans les deux, Benjamin, si je peux me permettre, j'ai regardé attentivement. Alors attends, juste, je peux te lire juste un passage ? Bien sûr, je t'en prie. Ce téléphone contient peut-être des indices, mais nous ne pouvons pas regarder les survivants dans les yeux ou nous regarder dans un miroir si nous ne le faisons pas. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est très, très dramatique, ça m'a un peu choqué, mais ça m'a autant choqué l'interview de Tim Cook qui commence par dire « c'est un cancer ». On n'en est pas là, s'il faisait cet OS-là. Et vous comprenez, ces téléphones, ils ont les données de localisation de vos enfants, vous comprenez. Il l'a dit 5 fois. Il était plus mélodramatique que le FBI. Il n'a parlé que de cancer et que des enfants et que des enfants et que des enfants. J'aime bien Tim Cook, vous le savez. Mais là, il a vraiment exagéré. J'ai pas trouvé du meilleur goût. Elie, le truc du cancer, c'est vraiment, et de la métastase, c'est vraiment ça, c'est une question de prolifération. C'est une image de très mauvais goût parce que j'ai vu des réactions de patients cancéreux en phase terminale qui ont dit à Tim Cook, nous, on est presque au bord de la mort et toi, tu nous parles de ça, c'est une honte. Non, la comparaison pourrait sembler malheureuse. Mais maintenant, en informatique, on a aussi des virus, des antivirus, etc. Donc, il a fait une comparaison médicale. Même si c'est douloureux, il a raison très heureuse. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Si on peut. Elle est exagérée. Allez, on va conclure. On se donne une minute. Terre à terre. On se donne 1 minute pour conclure parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission, les amis. On va finir d'abord avec toi, Jean-Christophe, et puis un petit mot pour chaque. La posture d'Apple, elle tient en 2 mots. Le premier, c'est jailbreak. Et le deuxième, alors ça fait 3 mots, c'est Jennifer Lawrence. C'est-à-dire que si Apple avait pas dû mettre en échec les jailbreakers et si l'année dernière l'actrice de Hunger Games s'était pas retrouvée avec ses photos dénudées partout sur Internet, je suis pas certain qu'Apple serait pas autant un chevalier blanc sur la vie privée et la liberté d'un chacun. Et moi aussi, j'ai été particulièrement choqué par la référence au cancer pour des raisons personnelles et en plus parce que c'était le jour de l'anniversaire de Steve Jobs qui lui, voilà, on sait que lui c'était un vrai cancer. Bon, on va suivre évidemment cette affaire. On se retrouvera le 8 mars à 20h en direct pour le prochain numéro d'iWeek. Je vais vous saluer avec beaucoup d'amitié, mes amis. Gilles, à très très vite dans iWeek. À très bientôt. Il y a beaucoup de choses à répondre. Oh là là, tu sais quoi, je pense que ça va nous faire une bonne partie de la prochaine émission. J'espère que tu seras là, Guillaume, parce que tu es très impliqué et tu as beaucoup de choses à nous dire sur cette affaire. C'était bien d'ailleurs de vous avoir, toi et Jean-Christophe notamment, dans l'émission pour confronter vos points de vue. Et puis, Elie, statut du commandeur, toujours, Merci. toujours Moi, je sage. Pas là le 8, désolé. Vraiment, je ne peux pas le 8. Mais j'essaierai de regarder après et je vous passerai des petits commentaires avant et après. Mais je serai là pour les émissions d'après. Avec plaisir, Elie. Merci à tous les 4. Merci aussi à vous qui nous avez suivis en ce vendredi soir, jour inhabituel pour l'enregistrement d'iWeek sur YouTube en direct. On se retrouve donc dans 10 jours, le 8 mars à 20h. Très bonne soirée à tous sur Watch TV où les programmes continuent. Salut!